vous retrouver, très chers téléspectateurs et très cher public. Nous sommes à J-1 des Jeux de la francophonie et les délégations sont déjà présentes en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne nouvelle. En tout cas, une grande partie des délégations. Et justement, pour ce faire, nous allons entrer tout droit dans l'instant francophonie. Nous sommes de plein pied dans l'instant francophonie et nous attendons donc l'hôtesse pour nous remettre les noms de nos invités. Merci de bien vouloir l'accueillir. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Beaucoup, Wabi, Dorine, Elodie, elle est étudiante en transport logistique et mannequin à Fricom Model. Je vous remercie. À très bientôt. Eh oui, bonne nouvelle, nous allons aujourd'hui parler du plan de circulation qui sera donc appliqué pendant les 8e Jeux de la francophonie. Et pour cela, je vais vous demander de garder votre position et d'applaudir très fort les personnes qui viennent à nous maintenant. Le lieutenant-colonel Kouadio Apia, le lieutenant-colonel Poné Nakion, Bienvenue en le Côte d'Ivoire. lieutenant-colonel Adrien, le commissaire de police de première classe, Assassin Kouadio Hervé, commandant de l'unité de régulation de la circulation. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, première question, pourquoi un plan de circulation? Un plan de circulation pour fluidifier le trafic. Pour fluidifier le trafic. Alors, on doit donc s'attendre à quoi exactement? Comment ce trafic sera fluidifié? Bien, merci. Eh bien, ce trafic sera fluidifié de la manière suivante, avec des voies dédiées pour les athlètes. Vous savez, depuis le lundi déjà, avons commencé à recevoir les premiers athlètes dans le cadre des Jeux de la francophonie. Et donc, qui sont tous basés à l'INJS, qui est le village des Jeux. Et donc, ces athlètes devront à un moment donné quitter le village des Jeux pour les différents sites de compétition. Et donc, il y a des voies qui sont dédiées pour les différentes navettes. Et c'est quoi ces voies-là? C'est les axes, si nous voulons les définir ici, qui seront assez nombreuses. C'est les axes, nous avons pratiquement 7 axes qui partent de l'INJS au Champrou, de l'INJS au Stade Fritz-Boigny, de l'INJS au parc, au canal au bois, de l'INJS au palais de la culture, de l'INJS au palais des sports. Donc c'est des itinéraires que nous allons sécuriser. C'est des itinéraires sur lesquels les convois, les différents cortèges seront prioritaires. Et donc nous demandons aux usagers d'être assez indulgents, d'avoir un esprit civique et de sorte à pouvoir permettre un bon séjour à nos hôtes. Mais est-ce que ça sera comme ça, on va dire, tout le temps des Jeux de la francophonie? Effectivement, ce sera comme ça tout le temps des Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie vont durer pratiquement 10 jours. Et donc les compétitions, c'est tous les jours, c'est sur tous les sites de compétition. Et donc tous les jours, lorsque les navettes vont sortir... Donc tous les jours, il y aura des embouteillages? Exactement. C'est pour cela que nous sommes là. Déjà, même en plus de ces embouteillages de tous les jours, nous avons 2 jours. 2 jours où on aura des pics importants. Nous aurons le marathon ce dimanche. D'accord. Le marathon qui va quitter le palais des sports pour le stade Fritz-Boigny. Il démarre à quelle heure le marathon? Le marathon démarre très tôt le matin. D'accord. Tous les 7 heures. Pour le stade Fritz-Boigny en passant par le pont de Gaulle. D'accord. Également, il y aura une déviation. Il y aura le tour cycliste qui est le point clé, le point culminant même de ces embouteillages-là, je dirais. Et donc le tour cycliste qui sera le jeudi, qui va se dérouler le jeudi 27, donc jour ouvrable. Et donc le matin, on aura le départ des dames et ensuite le départ des hommes à 8h30. Et donc ce tour cycliste va nécessiter l'isolement de nombreuses voies, depuis le palais des sports jusqu'à Bassam, en passant par le pont de Gaulle, le boulevard Lagunaire, l'école de police, le 3e pont, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, jusqu'à Bassam. D'accord. Et donc à cet effet-là, j'aimerais déjà avertir, prévenir les populations que nous aurons beaucoup de déviations ce jour-là, surtout celle de Bassam, parce qu'il fallait que les populations de Bassam sachent que la matinée du 27, on ne pourra ni sortir ni entrer par véhicule. La matinée du 27? Exactement. Ni entrer ni sortir?
Voilà, de Bassam. Exactement. Ils pourront emprunter l'autoroute. Ah, d'accord. Voilà, les athlètes vont emprunter l'ancienne voie. Donc cette ancienne voie sera complètement isolée pour les athlètes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose d'autre? Je parlais à l'instant avec le commissaire de police de première classe Assassi Kouakou Hervé. Alors, lieutenant-colonel Kouadio Apia, est-ce que vous avez d'autres informations à rajouter? Oui, je voulais juste préciser que le 21, c'est la cérémonie d'ouverture et que le boulevard sera isolé à partir de midi. D'accord. Et j'aimerais rassurer toutes les populations que toutes les dispositions sont prises pour qu'elles se sentent en sécurité pendant ces Jeux. Et moi, j'aimerais bien que vous puissiez aussi revenir, on va dire, le long des Jeux de la francophonie sur le plateau pour donner plus de détails. Je veux dire, peut-être dans la généralité comme ça, pour l'instant, on ne saisit pas très bien, mais au fur et à mesure, comme ça, quand des dispositions doivent être prévues pour le lendemain, la veille, on prévient pour que chacun puisse prendre ses précautions. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau. Et voilà, c'est donc avec des applaudissements qu'on va vous dire au revoir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci au lieutenant-colonel Nguesson Adrien et aussi au lieutenant-colonel Koné Naklan. Merci beaucoup. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de Poro. On se situe donc au nord de la Côte d'Ivoire, dans la pure tradition africaine et ivoirienne en particulier. Ken de Korogo, qui l'a connu? Ken de Korogo. Ah, ils ne sont pas nombreux, hein? Ils ne sont pas du tout nombreux. Alors, levez-vous alors, vous qui avez connu Ken de Korogo. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un blanc, c'est un artiste qui a aimé Korogo, qui a un amour pour la Côte d'Ivoire et pour la culture ivoirienne. Bravo! et vous, qu'est-ce que vous savez de Ken de Korogo? Ce que je sais que c'est un artiste musicien. Ah d'accord, merci. Un artiste, un musicien, effectivement, vous avez raison. Mais avant de recevoir Ken de Korogo, nous avons un grand artiste sur ce plateau. Vous le connaissez peut-être, mais vous allez le découvrir autrement. Docteur Philo. Quand je me croule par terre comme ça, vous êtes content. Merci. C'est bon? Bon, voilà, c'est ça. Nous sommes en plein, on va dire, de plein pied dans le thème. Hein. Oui, ça fait Ken de Korogo, mon histoire avec le poro. Ouais, ça, c'est déjà même, c'est une discipline culturelle qui est inclue dans la francophonie. La danse comme ça par terre, là. C'est ça, voilà. Donc, c'est ce que j'étais en train de présenter. Et en même temps... Lui, c'est le... Non, mais je veux dire... Allez, Ken de Korogo, franchement, c'est difficile. Depuis qu'on a démarré cette aventure, je parle dans toutes les chroniques. Souffrez que pour Poro, là, pardonnez. Je suis le fils unique de ma maman. Ça, là, ça fait de forêts secrètes, sacrées, tout ça, là, c'est très difficile pour moi. Comme je dis, on ne fait pas ça partout. Pardonnez, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je sais que Ken de Korogo, c'est un Français qui a... En fait, lui-même, vous avez suivi le film à l'époque, lui, je connais son enfance, en fait. Washington, Kung Fu, David Carradine, là. En fait, lui, ce travail, quand il était petit, comme il est blanc, il attachait ses tuyaux, puis il frappait les petits Congolais, là. Maintenant, quand ils sont partis dans le Poro, ils sont revenus, ils nous chicotaient jusqu'à... On dit Ken de Korogo, mais Pierre Rami, il y a maintenant Korogo Pierre. C'est ça qui est là. Voilà. C'est ça qui est là. Mais ça veut dire que le Poro, franchement, je ne sais pas ce qui s'y passe. Je sais que les gens vont faire des années là-bas d'initiation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sinon, c'est Poro en Sénoufo. Voilà, c'est Poro. Sinon, c'est pas Poro. C'est les Blancs. Comme les touristes, ils venaient, ils n'avaient pas accès à la forêt du Poro. Donc, ils considéraient la forêt, là, ça paraît, c'est rond comme un pot. Comme ils rôdaient autour, donc les Poro, ils rôdent. Ils rôdent autour. Ils n'avaient pas accès. Ils n'avaient pas accès à... Ce que je sais, c'est que quand tu rentres là-bas et que tu sors, tu deviens un vrai garçon. En tout cas, tu deviens mûr. Tu ne prends pas aux décisions du village.
tu es bien et un Sénéfo qui est initié. Un Sénéfo qui est initié, un Sénéfo qui n'est pas initié, il y a une grande différence. Généralement, quand vous les croisez à Abidjan ici, quand tu lui dis, même quand il s'appelle, il dit, non, monsieur, vous vous appelez comment il dit Koulibaly et Pierre Guignon. Mais quand il est initié, il dit Koulibaly, Pierre Guignon. Pierre Guignon. Et il y a une fierté qui est là. Voilà. Ça, je sais pas si c'est, mais quand on ressort du poro, c'est une grande fierté. Cela ne fait que participer au développement culturel de la Côte d'Ivoire. On espère avoir des réponses un peu plus lucides. Que savez-vous du poro? Micro-trottoir, c'est parti. Pour moi, le poro, c'est une danse traditionnelle du Nord, précisément en pays sénoufo. Ce que je peux dire, c'est comme une culture, quoi. Une culture chez les Sénoufos. C'est un rituel chez les Sénoufos. Moi, je ne sais pas trop de choses sur le poro, mais je sais que c'est une danse chez les Congolais. Ce que je sais du poro, c'est que le poro, c'est une initiation de tous les jeunes qui sont issus du Nord, c'est-à-dire à Korogo. Voilà, un vrai gars de Korogo doit passer par le poro. Parce que là, si tu ne passes pas là-bas, c'est comme si tu n'avais rien fait dans ta vie. Et oui, pour ceux qui sont d'une certaine époque, on sait pertinemment qui est Ken de Korogo. Eh bien, c'est notre invité témoin du jour. Ken de Korogo, mon histoire avec le poro. Je vous invite. Ken de Korogo. À l'état civil, il est Franchetot Alain, c'est bien cela, oui, dit Ken de Korogo. Et il faut dire que vous êtes franco-canadien. Et c'est à l'âge de 4 ans, en 1968, on se situe. Hein, alors que votre père est affecté donc à Korogo, il quitte le Canada pour Korogo. Et vous avez juste 4 ans, comme je le disais à l'instant. Oui, je suis franco-canadien, mais je suis ivoirien d'abord, parce que ça fait plus de 30 ans que j'ai passé de ma vie ici. C'est cela. Donc on ne peut pas m'enlever ce côté-là. Maintenant, de ce qui concerne Korogo, c'est vrai que mon père... Mon père avait été muté après le Canada sur la Côte d'Ivoire. Et la première ville que nous, on a connue en Côte d'Ivoire, c'était Korogo. J'avais 5 ans. Donc, 4 ans ou 5 ans? Pardon? 4 ans ou 5 ans? Vous m'aviez dit 4 ans. Oui, 4 ans, 5 ans, parce que c'était dans l'année... moi, je compte en année scolaire, même si je ne suis plus à l'école aujourd'hui. D'accord. Mais bon, je compte en année scolaire, merci. Donc, j'avais 4 ans et demi, 5 ans, voilà. OK. Et mon père avait... D'habitude, enfin, dès le départ, il ne nous a pas mis dans les écoles de blanc, il n'a pas mis dans les trucs français, nanani, il nous a mis dans les EPP à côté de chez nous. D'accord. Voilà, donc moi j'ai été éduqué dans l'EPP, donc voilà, j'en suis sorti super bien, pas bête. Justement, il y a des enfants super intelligents qui sortent de ces écoles. l'EPP. Et voilà beaucoup de nos cadres aujourd'hui viennent de l'EPP. Hein. Voilà. Et il paraît même que... les enfants qui font l'école primaire au village sont les plus intelligents. Bon, ça reste à vérifier. Mais oui, mais non, mais c'est comme le lycée. Quand j'ai fait le lycée aussi en Côte d'Ivoire, j'ai fait ça au lycée garçon de Bingerville. Je ne veux pas dénigrer les écoles françaises qui sont à Abidjan. Hein. Je ne veux pas dire ça. Il y a quelqu'un sur le plateau qui se sent tout de suite concerné. Boris Odilon, il a fait le lycée de Bingerville. Voilà, j'ai fait le lycée garçon aussi de Bingerville à l'époque de M. Nialega, Jérémy. Le premier provisoire noir de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai quitté le lycée en 80. D'ailleurs, ça, ce sont les élèves du lycée garçon qui sont ici derrière sur cette image. Mais avant le lycée garçon, expliquez-nous un peu cette ambiance dans laquelle vous avez vécu à Korogo. C'est vrai que vous étiez enfant, mais quand même à 4 ans, 5 ans, on a déjà de beaux souvenirs. Donc, c'est en 1968, donc c'était encore assez route, je veux dire traditionnel. Il n'y avait pas encore le goudron qui allait jusqu'au lycée Houphouët-Boigny. On n'avait pas l'eau courante, on avait l'eau dans les puits en hauteur. Et les week-ends, mon père avait l'habitude de nous emmener dans les villages autour de Korogo. Et donc, je me rappelle bien de Sologo, qui était un peu dans le sud de Korogo. Je me souviens aussi de Dikodougou. Et Dikodougou, c'était tout petit. Bon, maintenant, je pense que c'est une sous-préfecture, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas été. Et à Dikodougou, il y avait une forêt. Enfin, dans chaque village, dans chaque ville, petite ville qui sont autour de Korogo, chacun a sa forêt sacrée. Et donc, on était un week-end à Dikodougou. Il y avait une forêt sacrée, je pense, qui s'appelait Carafiné. Et donc, comme on était tout petit, on nous laissait partir, on nous laissait aller partout. Comme il a dit, ce jeune homme. Même dans la forêt sacrée? Même les Blancs ne pouvaient pas aller là-bas. Jamais. Et puis voilà.
On tournait au poro, voilà. C'est ça. Je sais. Mais on ne vous avait pas dit auparavant que c'était interdit d'aller dans la forêt sacrée? Non, absolument pas, parce que bon, on fait pas... Si j'étais un adulte à cette époque-là, peut-être que j'aurais eu la conscience aussi de savoir qu'il fallait demander une autorisation quelconque. Surtout, c'est les enfants du village qui m'ont emmené dans cette forêt. D'accord. C'est pas moi qui ai été tout seul. Donc, ils m'ont emmené, j'avais 5 ans. Donc, mon père n'a pas pris... il nous a laissés librement. Il avait confiance aux gens qui étaient autour de nous. La preuve, c'est qu'à 5 ans, si on laisse quelqu'un aller dans la brousse, c'est qu'on a confiance aux gens qui nous entourent. Et voilà. C'est là que vous avez rencontré le poro? Voilà. Si on veut, le poro, c'est une initiation. Donc, ce sont des étapes de 7 ans. Donc, être initié au poro, je ne suis pas. Mais par contre, rentrer dans la forêt sacrée, j'y ai été. Et, mais qu'est-ce que vous avez vu dans cette forêt-là? Non, je veux dire, puisque vous n'êtes pas allé jusqu'à l'initiation, je veux dire, c'est pas bien grave puisque vous n'êtes pas allé jusqu'à l'initiation, c'est juste de votre regard d'enfant, de gamin de 5 ans qui est allé dans une forêt, donc il a forcément vu des choses. Est-ce qu'il a eu peur? Comme on dit, wallahi, je ne peux pas dire quelque chose, ça ne peut pas sortir de ma bouche. Non, je veux dire que ça n'a rien à voir. N'ayez crainte, ça n'a rien à voir avec l'initiation, ça n'a rien à voir avec les différentes étapes de l'initiation. C'est juste que, peut-être par curiosité, vous êtes allé avec d'autres enfants dans la forêt. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous voyez? Forcément, quand vous sortez de cette forêt-là, étant enfant, vous expliquez, vous racontez à votre papa ce qui s'y trouvait. Non, je n'ai même pas raconté à mon papa parce qu'il ne me l'a pas posé cette question. Et s'il me l'avait posée, peut-être que j'aurais répondu parce que j'étais tout petit. Mais vous avez peut-être raconté à d'autres camarades, je ne peux pas dire ce qu'il y a dedans. C'est comme si le pont de Liane, on ne sait pas qui c'est qui fabrique. Ou bien le puits, on regarde dedans, on dit qu'est-ce que tu as vu dedans, on ne peut pas dire. Ou bien de ne pas parler sur le pont de Boisflé quand on traverse le pont parce que sinon ça porte malheur. Si je sors quelque chose aujourd'hui, il peut m'arriver des choses mauvaises. Et ah bon, la moindre chose... Mais oui. Ah, c'est que vous en savez beaucoup alors. Alors, ce qui voudra dire que si, quand on part pour des initiations, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, on n'a pas le droit de dévoiler certains secrets. Invitez-le et puis on ne sait pas ce qui Mais justement, c'est la raison pour laquelle on vous a invité, parce que vous nous avez dit... vous en savez beaucoup apparemment. Même Million, là, je ne vais pas bavarder dessus. Mais c'est vrai. Oui. Allez, vas-y. Je me dis que vous mettez assez trop de mystère autour de la chose. Non, c'est l'ambiance qui y régnait quand vous êtes sorti de là-bas. Non, Philo, arrête quand même. Arrête ça, parce que plus vous le faites, il refuse pas. C'est ce genre de réponse qu'on veut. Non, mais c'est comme une religion, on va dire pourquoi lui il est catholique, pourquoi lui il est musulman, pourquoi celui-là il croit à ça, Moi je crois, en fait, pour moi, par respect de ce que j'ai vu là-bas et puis du fait que je sois toujours vivant et en bonne santé malgré des Avez-vous eu peur là-bas? dans ma vie. Avez-vous eu un peu peur ou pas? Non, parce que je n'avais pas cette conscience de peur. Si j'avais été en pleine nuit, peut-être que j'aurais eu peur, mais... Mais c'est quoi le sentiment? Je ne vous demande pas de décrire quoi que ce soit. C'est quoi le sentiment que vous avez ressenti quand vous êtes entré dans cette forêt sacrée? La preuve, c'est que si je m'appelle Ken de Korogo, c'est que j'ai eu des émotions très fortes là-bas. Et voilà, après... Quelqu'un qui me poserait la question, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Je dis, bon, faut aller. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui... Ah, ben non. Je vous pose la question, mais je n'ai pas l'intention d'y aller. Voilà. Franchement, mais je pense que c'est le respect du pays Sénoufo. Je pense que c'est en moi, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je demandais à quelqu'un pourquoi vous ne voulez pas croire en Dieu. Quand vous dites c'est en moi, vous comparez, on va dire, la forêt sacrée, vous comparez l'initiation au poro à la croyance en Dieu. À quoi cela répond? Non, parce que chez les Sénoufo, justement, tous les masques et tout, ce ne sont pas des masques qui sont méchants, ce sont les masques de nos ancêtres. Et voilà, donc, comme on sait, blanc, jaune, rouge, noir, on vient tous de l'Afrique. Et donc, je me dis que ce sont mes ancêtres aussi. Et donc, ils sortent pour les funérailles. Si on fait danser les masques Sénoufo pendant les funérailles ou bien dans toutes les ethnies qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a quelque chose, même si les gens sont catholiques ou musulmans, il faut dire la vérité, c'est que dans les villages, il y a toujours des masques qui sortent, soit pour les événements, soit les naissances, soit les mariages, soit les décès. Ils ne sortent pas comme ça par hasard. Et maintenant, vous, dans votre village, par exemple,
est-ce que quand il y a un décès, est-ce que vous avez des... Mon village paternel n'est d'ailleurs pas très loin de Korogo, donc j'aurais pu, mais c'est un choix. Voilà, et ça n'empêche pas de... Pour moi, ce n'est pas une religion, c'est quelque chose qui est en moi. Et comme je disais tout à l'heure, malgré les péripéties que j'ai pu avoir, des accidents graves ou quoi que ce soit, si je suis toujours là et si j'ai toujours les doigts vous avez de ma main, l'impression que ce qui s'est passé protège, à vos 5 ans là-bas, que quelque chose vous protège, qu'il y a une force? Je ne peux pas expliquer. Sinon, je ne l'aurais pas mis dans mon corps. Je ne l'aurais pas... Voilà, je n'aurais pas dessiné... je ne les ai pas dessinés pour faire plaisir. C'est que j'ai l'impression qu'ils me protègent. C'est qu'en fait, c'est vrai que vous refusez de nous parler, mais ce qui s'est passé dans la forêt ce jour-là n'est pas du tout anodin pour que vous ayez la certitude que vous êtes protégé par une force qui se trouvait dans cette forêt-là. Je vais prendre par exemple, voilà, j'ai eu un grave accident il y a 3 ans. J'avais déjà ces tatouages-là. Et j'ai Nelson Mandela qui est ici. Et mon bras a été changé. Enfin, ils ont tout changé. Et même quand les chirurgiens ont vu Mandela, vous regardez la cicatrice, ils n'ont pas voulu l'abîmer. Il a déjà été abîmé toute sa vie. Aujourd'hui, on va faire de façon à faire le... Et pourtant, ça a été des difficultés de passer l'opération sur le côté de son visage pour ne pas l'abîmer. Lui a déjà souffert. Et quand j'ai eu cet accident, c'est un arbre qui m'est rentré dedans. En fait, j'avais l'arbre dans le camion. Et en fait, j'avais Mandela qui était là, et puis j'avais mes sorciers corogolais qui étaient là. Et voilà. Et vous voyez, mon bras, il est parfait aujourd'hui. En fait, vous savez ce qui me fait rire au juste, c'est les points communs que vous avez avec l'invité que nous avons reçu hier sur ce plateau. Parce que lui, il avait toutes les étapes de sa vie tatouées sur son corps. Et en plus, il y avait aussi ses différentes croyances et voilà, sur son corps. Et il vit au Canada. Vous êtes franco-canadien. Et vous avez certaines étapes et, on va dire, certaines idoles aussi tatouées sur vous. C'est la coïncidence qui me fait rire, en fait. Est-ce qu'il a sa carte d'identité ivoirienne, République de Côte d'Ivoire? Non, mais il a gardé comme il a dit. Alors ce qu'on voit là... Voilà, alors, c'est d'abord la carte d'Afrique. Ensuite, il y a l'emblème. Et puis RCI, République Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Made in Côte d'Ivoire, fabriqué en Côte d'Ivoire, voilà. OK. Et ça répond à quel besoin, ça? Vous vous sentez... Est-ce parce que vous vous sentez redevable vis-à-vis de la Côte d'Ivoire ou c'est juste pour marquer votre appartenance? Non, je me suis toujours senti ivoirien. D'accord. Je suis arrivé à 4-5 ans. Maintenant, après, c'est... vous savez, c'est comme les mariages traditionnels où il n'y a pas de papier, mais vous êtes marié quand même. Donc là, j'ai peut-être pas encore mon passeport ivoirien, mais j'ai ma carte d'identité sur moi. On sait que moi, je ne viens pas du Burkina ou bien du Mali. On sait que c'est la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est votre carte d'identité. Voilà, si vous oubliez votre carte d'identité à la maison... Voilà, bon, je ne prendrai pas l'avion avec ça, j'en m'étonnerais. Mais... Merci beaucoup. Vous restez toujours en notre compagnie. Nous avons juste 1 minute 31 secondes de pub et puis on vous retrouve pour la suite. Merci. Et c'est parti pour le Move Tour avec 3 Cerveau Productions, le plus grand show des vacances à l'intérieur du pays. 7 villes à sillonner avec 7 concerts gratuits. Rendez-vous à Boaké le samedi 22 juillet à l'ancien stade à partir de 16h avec des Bordeaux les Koufa, Mix Premier, les Leaders et Bomba Amissara. Sous le haut patronage du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly. Sous le parrainage de M. Touré Souleymane, conseiller auprès du Premier ministre. Sous la présidence effective de l'honorable Charles Niaoré, député de Boakéville. Infoline 01 92 92 06. Move. No limit. Et oui, nous sommes de retour sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec notre invité Ken de Korogo, qui à l'âge de 5 ans s'est retrouvé dans une forêt sacrée. Et oui, on va donc poursuivre notre entretien, Ken. Alors pourquoi Ken? Parce que c'était, si j'avais, j'ai fait l'armée en France, si je l'avais fait au Canada, je m'aurais rappelé, mon prénom c'était Ken. Donc, après, vous êtes allé en France, vous avez fait l'armée, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pris le prénom français. Je n'ose pas vous demander Korogo, non. Non, pas la peine. Ça s'explique, ça se justifie. Voilà. Et ça se voit aussi. Alors, merci. Votre amour pour la musique? Ah, voilà, c'est quand j'étais au lycée garçon dans les années 75, 76, 77. Que j'ai connu, enfin que j'écoutais, on écoutait beaucoup à l'époque Bob Marley, U-Roy, ça c'est à Korogo d'ailleurs. Et après il y a eu Alpha Blondy.
D'accord. Et dans le reggae, c'était très difficile de chanter des textes en français sur le reggae. Les gens n'étaient pas habitués parce qu'au niveau de l'audition, ça ne tournait pas bien. Et Alpha Blondy m'a convaincu justement que moi aussi je pouvais chanter en français. Pas que je chante aussi bien que lui, bien sûr, mais que je chante aussi. Et, ne vous sous-estimez pas. C'est notre grand frère à nous tous, donc voilà, c'est... Comme on dit, c'est le Coran. Voilà. C'est pour ça que quand je le vois, j'ai toujours beaucoup d'émotions, parce que c'est aussi grâce à Alpha Blondy que moi aussi j'ai fait de la musique. Et à l'époque, j'ai commencé la musique justement au lycée Garçon. Et quand j'entendais les premiers textes, à l'époque du départ d'Alpha Blondy, tous les textes qu'ils chantaient, il y a des gens qui... on était fous. On faisait la queue pour acheter les cassettes, on restait sur 100 mètres, 200 mètres pour pouvoir avoir une cassette d'Alpha Blondy. Et Alpha Blondy était parti à Kingston, il était parti donc, chez notre dieu vivant qui était Bob Marley à l'époque, donc avec Fulgence Cassie, père son âme aussi. Et donc voilà, c'est une référence pour moi professionnelle. Et je me souviens vaguement d'une de vos chansons, bon, je sais pas, Bandit. Ouais. Itumbene yako sife, nyadima. Mukoso, Ikane, Makosa. Voilà. Mais je veux dire, à l'époque, on était enfants et on était tous impressionnés de voir un Toubabou chanter en Bambara. Surtout que quand j'avais fait cette chanson, bon, la mélodie était très belle. Il y en a qui l'utilisaient pour les slows, pour ceux qui ne comprennent pas le dioula ou le bambara. Mais en fait, c'est parce que dans les années 92, il y avait beaucoup de banditisme en Côte d'Ivoire et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient tués par les bandits. Et j'avais fait cette chanson, non pas que je suis dioula ou quoi que ce soit, mais je voulais interpeller les gens en la chantant en dioula avec mon accent, évidemment. Je ne suis pas parfait non plus. Mais c'était juste pour demander aux bandits que quand ils nous volaient, ils pouvaient nous laisser notre vie. Parce que s'ils nous volaient nos affaires, ça c'était une chose. Mais quand ils nous tuent, ils bousillent la vie de toutes les familles. Et c'est toujours d'actualité voilà. d'ailleurs. Et c'est toujours d'actualité. Donc je disais, bandit, c'est-à-dire pardonnez, laissez-nous la vie, pourquoi tu m'as tué? Voilà, j'ai dit, tu voulais ma chemise, tu voulais mon argent, tu voulais mon or, je t'ai donné, pourquoi tu me tues dessus? Il faut dire que vous êtes auteur de 4 albums, c'est bien cela? Oui. Et le 5e en préparation? Oui, le 5e en préparation. D'ailleurs, sans faire de publicité, samedi prochain, je joue à Bingerville en live. Voilà, merci. Je ne dis pas où. En tout cas, vous n'avez pas fait de pub, hein? Peut-être à l'hôpital psychiatrique, qui sait? Celui qui ira à Bingerville, il verra. D'accord. J'ai dit peut-être à l'hôpital psychiatrique, je ne sais pas. Mais c'est dans Bingerville, on ne fait pas de Mais voilà, et là, je prépare, je suis invité pour les francophonies la semaine prochaine. D'accord. Et puis, bon, je suis en train de préparer le 5e album avec des musiciens de Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai un producteur aujourd'hui, un producteur Don Mayer qui est ivoirien. Et je suis fier d'avoir un producteur ivoirien. C'est dur d'être producteur ici, surtout que le milieu est très difficile. Il y a moins de ventes de CD, donc on a l'impression que le producteur mange l'artiste et le producteur sent que l'artiste mange le producteur. Donc c'est très difficile. Donc on a fait un travail de collaboration, c'est-à-dire que chacun met un peu, chacun met un peu. Parce que tout seul, on ne peut pas avancer. Déjà, la musique, c'est un travail comme le cordonnier, c'est comme celle qui lave la vaisselle dans les maquis ou quoi que ce soit. C'est une personne noble et on fait tous des métiers nobles. Et l'union fait la force. Donc, c'est en collaboration avec lui et comme des personnes, des artistes comme Jim Camson et des trucs comme ça, des personnes comme ça qui se rassemblent et puis l'union fait la force. Donc, aujourd'hui, on n'est pas pour dire celui-là, il chante mieux que l'autre, l'autre, il est moins bien que l'autre. Celui qui se bat dans sa vie, dans quel que soit ce qu'il fait dans sa vie, il doit se battre jusqu'au fond de sa vie. Alors, généralement, quand vous ne sortez pas d'album, quand on ne vous voit pas sur des plateaux de télévision, comment est-ce que vous vous occupez, on va dire, vos mois, vos années? Parce que, bon, la planète est grande. Donc, à chaque fois, il n'y a pas un jour de ma vie où je n'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire. Et souvent, on dit, on ne te voit plus sur le marché, on ne te voit plus à la télévision, on ne te voit plus. Mais quand je ne suis pas ici, je suis ambassadeur de ce pays que j'aime, de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis au Sénégal, je vais voir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui est installé à Dakar, pour lui dire que je suis sur le territoire sénégalais, mais je viens de Côte d'Ivoire. Et quand je vais au Mali, je vais voir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire pour lui dire je suis sur le territoire malien, je suis un citoyen ivoirien, je viens dire bonjour là-bas. Donc, et ça va jusqu'à quel point? Et donc, je suis ambassadeur de ce pays que j'aime, la Côte d'Ivoire. Je veux bien savoir, je ne le souhaite pas, je touche d'ailleurs du bois, peut-être dans 50 ans ou dans 100 ans, si vous quittez ce monde, où est-ce que vous souhaiteriez être enterré? Mais comme il est marqué dans mon testament, c'est sur le mont Korogo,
Ah, il est marqué dans votre testament. Sur mon testament, c'est ce qui est marqué. Et mon fils, c'est lui qui emmènera mes cendres sur le mont Korogo. Parce que c'est là que, pour moi, je suis né. Et c'est là-bas que je dois partir. Votre fils, il s'appelle comment? Marley. Ah, je m'attendais à Pierre Cholo, Pierre Guignon. Il n'a pas un petit nom, c'est Noufo, là? Non, il a un prénom, il a un nom ivoirien aussi. Il s'appelle Marley Aboké. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Vous avez dit que votre fils va porter vos cendres. Pardon? Votre fils, il va porter vos cendres pour dire qu'il sera incinéré. C'est votre choix? Oui, c'est mon choix, oui. C'est marqué dans mon testament et sa mère le sait très bien et lui, il le sait en particulier. Et c'est lui qui m'emmènera là-bas. Et nous, les fans, où est-ce qu'on va poser les gerbes de fleurs? Pardon? Nous, les fans, où est-ce qu'on va poser les gerbes de fleurs? Vous êtes son fan? Ah, mais à côté de la du moment qu'on pense à moi, à ce moment-là, je pense que... Ou à côté autour de la cendre? Voilà, et puis, voilà. Alors, dernière question, je veux bien savoir, pourquoi est-ce que, devenu adulte, vous n'avez pas cherché à renforcer ou à achever cette initiation pour très bonne question. Je pense que quand j'y ai été, je ne savais pas que j'allais y aller dans ce bois sacré, puisque c'est mon père qui m'a emmené en Côte d'Ivoire et qui m'a emmené à Korogo. Donc je ne savais pas que j'allais rentrer dans cette forêt. Aujourd'hui, je me sens encore jeune, je me sens encore, malgré l'âge, je me sens encore jeune. Et je me dis que le jour que je retournerai là-bas, c'est le jour que je me sentirai le devoir d'y aller. Donc le temps n'est que le temps. Et je pense qu'il y a un moment donné, à l'aube du départ, je pense que je repartirai dans cette forêt-là et je resterai peut-être beaucoup plus longtemps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Voilà. Pour emprunter les paroles à Kérosène. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous. Ken de Korogo, merci infiniment. On vous remercie d'être passé sur ce plateau. Et voilà, c'est toujours avec ces ovations qu'on lui dit au revoir. Et nous avons un beau public ici, dans ce studio avec nous. La mutuelle de développement économique et social de Mban-Moronou, Livesmo, département de Kumodi. Avec son président, Conan Yao Simplice, représenté par le secrétaire général de la mutuelle, Conan Dieudonné Patrick. Ça va, tout va bien? Allez-y, vous pouvez vous lever. Je voudrais vous remercier. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier pour cette occasion. Je voudrais d'abord situer Moronou. Là, ça sera compliqué parce que je risque de vous arracher le micro. Mais on va très rapidement pour... Voilà, situé à 172 km d'Abidjan. D'accord. Dans le département de Kumodi. Et la mutuelle de notre mutuelle est de faire des projets de développement parce que le président Conan Simplice, que je représente ici, fait beaucoup pour le village. Il entreprend beaucoup de projets de développement, notamment des écoles, des châteaux, un château d'eau plutôt. Merci. Et l'électrification. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus sur le plateau de ce midi. Et nous avons également l'association de la jeunesse Fadiga, venue spécialement de Touba, accompagnée de son président national, M. Fadiga Aboubakar Abouloko. Merci de votre présence sur ce plateau. Et tout de suite, nous retrouvons Aloussène pour Invention de Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, on parlera du silo. Le silo, c'est le salon ivoirien de l'eau. C'est un salon organisé par M. Zako Auguste. C'est un inventeur ivoirien. C'est l'inventeur de la valise qui bouge. Et c'est un salon qui a pour objectif de protéger l'eau, de préserver l'eau et l'hydrogène. Au cours de ce salon, on a pu remarquer, j'ai déjà rappelé que ce salon a commencé hier, continue aujourd'hui et se clôturera demain. Et donc on a pu remarquer la présence d'une vingtaine d'inventeurs et d'innovateurs et aussi d'acteurs dans le domaine de la protection et de la préservation de l'eau qui sont venus, je vais dire, soutenir déjà cet inventeur-là et aussi proposer des solutions pour protéger et pour préserver l'eau, notamment comme l'inventeur M. Naounou
taper. Lui qui a inventé un système, une technique, on va dire, pour, je dis potabiliser, je vais me prêter ce mot-là, potabiliser, et puis aussi pour protéger, pour préserver l'eau, user on peut dire comment je peux dire ça? L'eau usée aussi, et puis les eaux des industries, des entreprises et tout. Et aussi Madame, attends, je regarde le nom rapide. Vous avez besoin d'aide, Lucine? Attends, je suis perdu dans mes papiers. Je suis perdu dans mes papiers. Madame X, alors? Non, pas Madame X. Ok, voilà. J'ai eu peur. Plutôt, c'est pas Madame, mais c'est Monsieur. C'est plutôt Monsieur Yao. Monsieur Yao qui s'est donné comme ça un défi, c'est de construire des pompes hydrauliques dans les villages. Il a commencé déjà dans sa localité, qui est un village qui n'était pas desservi en eau potable. Donc il a construit, il a mis en place des pompes hydrauliques. Donc il est présentement à ce salon. Et il y a M. Zako, l'inventeur de la valise qui bouge, qui copte tout ça, qui est, je dis, l'instigateur, le concepteur de ce magnifique salon. J'ai l'impression que vous avez changé votre paire de lunettes. Oui. Ah d'accord, je comprends. L'ancienne était mieux. Oui. Mais elle est belle celle-là. Merci, c'est gentil. Très belle coupe. Mais apparemment, vous vous sentiez mieux avec l'ancienne. Non, vous allez vous habituer un peu. Je vais m'habituer. Ça va aller. Vous allez vous adapter au fur et à mesure. Pour terminer cette chronique, je vais demander à toutes ces personnes qui œuvrent dans ces domaines-là, je vais parler des inventaires, des innovateurs et aussi des acteurs de ce domaine-là, de se rendre au plateau, à l'espace carré, c'est au plateau, pour participer à ce salon, pour soutenir les inventeurs et innovateurs ivoiriens, parce que... Oh là là. Déjà, arrête. Il a changé. Ça va. Ah là. Mais ça ne le fait pas, ça. Ça le fait pas. En fait, ça le fait pas. Vous pouvez me remettre. Oui, allez-y. Voilà. Je voulais juste me rassurer que c'est gentil, c'est gentil. C'est super gentil. Donc, pour soutenir... Voilà, ces inventeurs qui travaillent pour la Côte d'Ivoire, qui soutiennent les Burni et surtout qui veulent le développement de notre pays. Merci. Merci beaucoup. Alexandre Sylvé. Le carnet de vaccins électroniques, c'est avec Boris Odilon. On le retrouve tout de suite. Voilà. Je vais commencer ma chronique par cette citation. Quand vous avez une idée en tête, il faut se battre et aller au bout. Cette citation, elle est d'un ingénieur en informatique ivoirien. Il s'appelle M. Etienne Noël Ndrin. Et c'est lui qui a été... C'est son entreprise, oui, Etienne Noël Ndrin. On a l'habitude de parler des philosophes et autres, mais c'est la citation d'Etienne Noël Ndrin, un ingénieur ivoirien qui a créé, qui a développé OPI SMS, qui aujourd'hui fait office de carnet de vaccins électroniques. Alors, comment ça marche? On entend carnet de vaccins électroniques, on se dit que peut-être c'est un objet, un instrument qu'on utilise. Eh bien non, c'est tout à fait différent. Le carnet de vaccins électroniques, c'est tout simplement un système qui a été mis en place par la start-up dirigée par M. Etienne Noël Ndrin, qui déjà depuis le centre de santé ou le centre de vaccination, vous aborde à l'aide de ses équipes et qui vous demande comme ça de payer la somme de 1000 francs, votre date de vaccination, vos vaccins déjà effectués, votre nom, prénom, vos numéros sont enregistrés par les équipes de M. Ndrin depuis le centre de santé. Ainsi, on vous donne un code qui vous permet de vous connecter sur Internet et d'avoir en ligne votre carnet de vaccination. Voilà. Vous avez votre carnet de vaccination en ligne, vous le voyez. Quoi? C'est pour les enfants? C'est pas pour les enfants, c'est adressé à tout le monde. Et l'avantage avec ce carnet de vaccination, c'est quoi? On prend votre numéro de téléphone, c'est vrai, et l'équipe qui vous a recensé a automatiquement, comme je le disais au début, vous êtes dans un centre de santé ou bien dans un centre de vaccination, on vous donne automatiquement tous les vaccins que vous devez faire par SMS. On vous rappelle aussi les dates des vaccins à faire. Voilà, les dates des vaccins à venir. Parce que... selon les études, 85% de la population ivoirienne se fait vacciner dès la naissance. Mais après, les rappels ne suivent pas. C'est près de 50% d'abandon. Donc, M. Etienne, il est parti d'un constat et il a voulu comme ça permettre aux Ivoiriens d'avoir, puisque tout le monde aujourd'hui a un téléphone mobile, pas besoin d'un smartphone, quel que soit le téléphone que vous avez, on vous envoie automatiquement le SMS pour vous dire demain ou après-demain, rendez-vous à l'INHP de Trècheville parce que vous devez faire le vaccin contre la
Ok, voilà. C'est tout à fait simple. Et je tiens à rappeler que Opi SMS de M. Etienne Noël Ndrin a été primé par l'Observatoire de l'e-santé dans les pays du Sud en Europe cette année. Voilà, cette année. Et grâce à cette start-up, aujourd'hui, c'est plus de 1500 jeunes qui sont sur le terrain. Sa start-up emploie près de 1500 personnes. Ils sont installés dans plus de 150 hôpitaux. Et en partenariat aujourd'hui avec le ministère de la Santé, ils espèrent rendre cette application gratuite. Comme je le disais au début, elle coûte 1000 francs. 1000 francs, c'est pas donné pour tout le monde. C'est par mois ou par an, les 1000 francs? C'est par an, c'est un abonnement annuel. Ça rappelle seulement les dates. Moi, quand j'ai entendu électronique, j'ai cru que quand la date arrive, tu te lèves, tu attends de le poum. Tu es déjà vacciné à la maison. On va dire merci à Dr Philo parce que là... C'est aussi une idée. Hein. Je suis dépassé. On sait jamais. Électronique, donc automatiquement la date arrive. La fois même récente. Mais essayez quand même, puisque vous avez été confectionné en laboratoire, de voir comment mettre tout cela en place. La personne avec qui vous travaillez, tout ça. C'est pour jamais. On ne va pas étaler tous les détails ici. Ah, d'accord. C'est un cours. Le projet est en cours Nous attendons les moyens. Ça va être un réel plaisir que je vais présenter. Et les moyens doivent venir de qui? Mais les moyens de ça vient du poro. Arrête ça. Les moyens vont venir du bois sacré. Donc voilà, je vous ai donné la première de l'information au SMS de M. Noël Etienne Ndrin, qui est aujourd'hui votre carnet de vaccination électronique. Allez vers les centres de santé, partout vous allez voir des hôtesses habillées, elles vont vous aborder. Faites-vous inscrire, c'est 1000 francs l'abonnement. Merci beaucoup, Boris Odilon. Ça fait plaisir. Merci. Caroline, nous allons commencer avec ce jeune homme qui n'est pas très malin. Il était recherché par la police américaine depuis janvier 2017 et pour des affaires de vol, de porte-monnaie et de chèques. Donc, la police a posté l'avis de recherche sur Facebook et sans faire exprès, au fait, il a liké. Il a liké le post et ils l'ont retrouvé, au fait, ils l'ont remis en prison. Genre, Facebook a fait justice, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, sur Facebook, on se connaît, tu vas espionner un peu le profil de la go avec qui tu parles pas. Et un jour, tu fais exprès, sans faire exprès, tu likes, quoi. Et tu as vu ton corps, bah, genre, si jamais elle a vu, elle va savoir qu'elle espionne. Eh, Seigneur. Donc, il faut faire attention avec Facebook, hein. On ne sait jamais. Je pense que s'il savait, il n'allait pas se connecter sur Facebook. Donc, là où je veux parler, il est en prison. Mais moi, je ne comprends pas. Pour like. Ouais, pour like. Non, pour vol, déjà. Ouais, pour vol. Enfin, pour les deux, quoi. Mais même si déliker, ça allait passer là. Au fait, c'est ça, non? Même quand tu délikes, ça se voit. Il y a des outils de localisation qui permettent de savoir où chacun est. Donc, c'est-à-dire que si je fais genre sans faire exprès, je like. Et après, je m'empresse de déliker. Tu vas voir. Je reçois déjà la notification que vous avez. Une notification. Like. Et puis. Ok. On part en Indonésie où la police a drogué une ville entière. La police a brûlé 3 tonnes de cannabis et toute la ville était droguée. Ouais. C'était le 11 mai là-bas. Donc toute la vie était en slowly, quoi. Revenir du contexte. Bon, non, te suis. Bref. On vous suit plus, hein. Pour revenir sur la drogue, en ce moment, il y a beaucoup de drogue qui circulent dans les écoles. Il va falloir faire très attention aux enfants et leur dire que la drogue, c'est pas bon. C'est pas une bonne chose, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon et ça détruit. Donc, il va falloir faire très attention à nos enfants et beaucoup communiquer. Parler avec les enfants, leur parler vraiment, pas se fâcher ou bien bouder. Non, s'il fait ça, non. Il faut parler avec les enfants parce que c'est très important. La drogue, ça détruit des vies. Voilà. On part en Russie, retrouver deux enfants, enfin, ils ont 5 ans. Et ils ont creusé à l'aide de pelles un tunnel pour s'évader de l'école. Ça se passe en Russie. Et c'est vrai. Prison break. C'est school break. Et tenez-vous bien. Non, mais tenez-vous bien parce que le motif, en fait, pourquoi ils voulaient s'évader, c'était pour s'acheter une Jaguar. Ouais, gangsta, s'acheter une Jaguar. Avec quel moyen? Franchement, je sais pas, peut-être avec du sable. C'est échappé de l'école. Pour aller s'acheter une Jaguar. Non, mais je vois pas trop le lien. Ils ont creusé un tunnel à l'école pendant que la maîtresse est en train de faire le cours. C'est-à-dire, elle me saoule, j'ai besoin d'une Jaguar. Là, en ce moment, allez frère, on s'évade, on se prend une Jaguar d'ailleurs. Et ils sont partis. Mais on les a rattrapés. C'est quoi la tranche d'âge? 5 ans.
Ah, ça se passe en Russie. Ah ouais, 5 ans. Avec une pelle. Bon, c'est des enfants qui sont influencés par la télévision, ils ont vu des films, voilà, c'est tout. Prison break, hein. En tout cas, je vous donne rendez-vous le mardi pour les potins et les affairages des stars d'ici d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a marqué aujourd'hui. Allez-y. Je me mets dans la peau du citoyen lambda et aujourd'hui, Alissa a donné conseil. Vraiment, tu vois comment Alissa a donné conseil. Conseil. Ah, je te dis, hein. Il faut surveiller les enfants, faut vraiment se droguer. Bah ouais. C'est censé bref, merci. C'est bon, merci. Merci. Non, mais Boris n'est pas gentil, là. Ben, franchement, c'est pas la première fois. Que je donne des conseils. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Sinon, au bureau, c'est qu'elle fait. Regardez ça. Il me dit que j'ai son téléphone portable ici. Il a donné une citation tout à l'heure en disant quand vous voyez une idée en tête, quand vous avez une idée en tête, il faut aller jusqu'au bout. Il y a une demoiselle qui arrive, qui l'a moyen, qui a ce qu'on lui dit. Elle dit, Coco, tu viens de dire, quand vous avez une idée en tête, il faut aller jusqu'au bout. Très noté, très reçu, bébé. J'ai le téléphone ici. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, chers téléspectateurs, vous allez beaucoup nous manquer puisque nous sommes juste à quelques jours des vacances. Eh bien, c'est midi ira en vacances dans quelques jours seulement. Et nous avons été très, très heureux de vous servir pendant un peu plus de 10 mois. On reviendra par la grâce de Dieu. Et merci surtout de votre fidélité, de votre amour, de votre amabilité, de votre sympathie. Et restez toujours sur RTI 1, c'est la seule chaîne qui rassemble. Au revoir.